Donc rebonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du cours 7 concernant les polynômes annulateurs et polynômes caractéristiques. Ok, donc nous en étions arrêtés à la fin de la partie 1 sur les polynômes annulateurs. Donc cette deuxième partie ne devrait pas prendre plus de 30 minutes, je pense. Parce que bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais ces autres choses à dire, nous le verrons. Nous le verrons ensemble, je pense. Quand on sera dans des cours un peu plus avancés comme le cours 9, cours 9 et cours 10, d'accord. Quand on parlera de transformation dans le plan et dans l'espace, ça sera davantage, ça aura encore plus d'intérêt. Là on va juste l'utiliser dans le cadre, donc on va juste l'utiliser dans le cadre d'inversion de matrice. Mais nous verrons que ça a encore plus d'intérêt après là-dessus. Alors c'est quoi le polynôme caractéristique? Je vais vous montrer déjà dans un exemple. Qu'est-ce que c'est? En fait, considérons la matrice. Donc reprenons la matrice de départ que nous avons vue au tout début du cours. Donc 5, 2, 2, 1. Et puis je vais considérer la matrice x, in, donc x identité, donc i2 plutôt, x i2 moins m. Considérons cette matrice-là. Donc cette matrice-là, c'est quoi? C'est x moins 5, moins 2, x moins 1. Donc on a cette matrice-là, ok. Et puis, je refocalise, voilà. Et puis, on va calculer le déterminant. Mon déterminant d'une matrice de 2, ça c'est pas très dur. Produit de la diagonale moins produit de ce qu'il y a dans l'autre diagonale. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir x moins 5 fois x moins 1 moins 2 fois moins 2. Développons, on a donc x carré. Donc si on fait attention, les termes en x, nous avons moins 5x moins 1x, donc ça fait moins 6x. Et puis ensuite nous avons plus 5 d'ailleurs, plus 5, moins 4, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, moins 4 donc. Et ceci nous donne x carré moins 6x moins 6x plus 1. Tiens donc! On vient de retomber sur le polynôme annulateur que nous avons vu de la matrice M de départ. Bon, et en fait ce qu'on vient de calculer, c'est exactement le polynôme caractéristique. Ok, donc ça, c'est exactement le polynôme caractéristique. Ok, donc voilà la définition du polynôme caractéristique. Définition. Donc toujours une matrice M carrée. Donc le polynôme caractéristique de M et deux points. On le notera qui M, d'accord? Donc c'est une lettre grecque, hein. Donc cette lettre grecque c'est qui, C-H-I, ok? Ou K-H-I, hein, ça c'est l'orthographie française, K-H-I, C-H-I c'est plus l'anglaise. Donc qui M de x va être le déterminant de x identité moins m. Donc voilà comment est défini le polynôme caractéristique de la matrice. Hop. Bon alors je vais partir sur d'autres exemples. Partons sur l'exemple, encore un exemple qu'on a vu, donc 1, moins 1, 1, 1. Si je fais qui, donc ça c'est m, si je fais qui m de x, je dois faire le déterminant de x moins 1, moins 1 ça fait 1, moins 1, et puis x moins 1. Donc le déterminant ça fait x moins 1 fois x moins 1, donc x moins 1 à la 2. Moins, donc plus 1 fois 1. 1. X moins 1 au carré, ça fait donc 2
oups, ça fait x carré moins 2x, oh, décidément. Donc moins 2x plus 2, je suis allé un peu vite là, donc en développant on a plus 1, mais plus 1, donc ça c'est le x moins 1 au carré, ça fait ça, x carré moins 2x plus 1, et avec le plus 1 qui est ici, bah, ça fera bien plus 2. Donc exactement le polynôme annulateur que nous avons vu tout à l'heure. Bon, je vous laisse un exercice, parce que là ça va demander un peu plus de calcul, mais je vous laisse en exercice de déterminer le polynôme caractéristique de la matrice 3 x 3. Ça peut être l'exercice. Déterminer. Oups. Qui m de x pour m égale la matrice que nous avons vue 1, 2, 4, moins 1, 0, 3. C'est quoi la dernière ligne? C'est 2, moins 1, 1. Et normalement, si tout va bien, vous devriez retrouver le polynôme que nous avions vu précédemment. Polynôme annulateur. Ok? Bon. Eh bien, ça c'est un... Alors, je vais... Je sais pas ce que je fais en premier. Peut-être... Je vais peut-être balancer directement le gros théorème que vous attendez un peu tous. Donc, le gros théorème qui s'appelle théorème de Cayley-Hamilton. D'accord? Donc le théorème de Cayley-Hamilton nous annonce que pour M, une matrice de Mn de R, le polynôme caractéristique est annulateur. De M. Et c'est toujours le cas. Toujours. Donc ce théorème, on va l'admettre, okay, parce que c'est peut-être pas un théorème des plus facile à montrer, mais c'est un théorème très utile du coup pour déterminer le polynôme annulateur. Et donc, maintenant, si on sait d'avance que ce polynôme-là est le polynôme annulateur, on n'est pas obligé de faire le calcul pour vérifier que le polynôme qu'on vous donne est annulateur. Si ce polynôme est bien le polynôme caractéristique, on n'est pas obligé. Si par contre ce n'est pas le polynôme caractéristique, là il y a du calcul à faire. Ok? Bon. Alors je veux juste, comme je vous l'ai dit déjà dans l'enregistrement précédent, juste émettre une remarque. C'est pas parce que qui est annulateur que nécessairement c'est le seul. Il y en a d'autres. Et des fois de degrés plus petits. D'accord? Donc remarque. Alors, il y a plusieurs remarques. Disons, la première, c'est le fait que qui, donc on ne l'a pas dit entre temps, mais qui, ça sera toujours un polynôme. Hein. Qui m est toujours un polynôme, et je peux même préciser son degré, de degré n, pardon, de degré, la dimension de la matrice en fait. Donc la dimension de la matrice. Le polynôme qui m sera toujours un polynôme de degré n. Ok? Donc ça serait une première remarque. La deuxième remarque, donc là c'est plus ce que je voulais dire dans un deuxième temps. Il n'y a pas que qui m qui annule une matrice. M. Il n'y a pas que lui qui annule la matrice. Donc je peux donner l'exemple que je vous ai sorti. Par exemple, si je prends l'identité. Bon, bah là, j'affirme que x moins 1 est annulateur. Annulateur de M. Ok? Et le qui, bah là, ça serait x moins 1 au carré.
Donc on voit que là, le polynôme annulateur qu'on a obtenu est bien plus petit que le polynôme caractéristique. Ok? Bon, on pourrait faire des remarques, mais là je ne vais pas en faire davantage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, donc ça va être l'objet de la remarque 3 qui vient de la remarque précédente. Ok? Pour une matrice M, pour toute matrice M, on peut trouver un polynôme annulateur. Donc pour toute matrice M, on peut trouver un polynôme annulateur de degré au plus n. Donc autrement dit, au plus grand, le polynôme annulateur ce serait qui, mais il se peut qu'on trouve un polynôme annulateur qui soit plus petit. Et si on a un polynôme annulateur qui est plus petit, bon bah voilà. En gros c'est ça que je veux dire. Donc, le fait d'avoir un polynôme annulateur de degré n signifie qu'un polynôme annulateur de m, on peut trouver un polynôme annulateur de m qui soit de degré plus petit que ce polynôme. D'accord ? C'est possible, c'est pas toujours possible, mais enfin, il y a des cas de figure où c'est possible, d'autres cas où c'est pas possible. Bon, on verra ça peut-être dans des exemples, mais bon, voilà, à savoir que. Ok. Alors une chose importante, bon, c'est peut-être une propriété rapide. Je vais peut-être pas le mettre sous la forme d'une remarque, mais une propriété, c'est que qui m de 0, ben en fait c'est moins 1 puissance n fois le déterminant de la matrice. En effet, donc ça veut dire que le terme constant correspond toujours au déterminant de la matrice avec un signe près. Donc si c'était normal d'avoir cette remarque là en tête, de voir qu'il y avait le 2 qui apparaissait, le 21 qui apparaissait, le 1 qui apparaissait dans les différents polynômes caractéristiques que nous enfin polynômes annulateurs que nous avons vus, et donc polynômes caractéristiques que nous avons vus. Pour le polynôme caractéristique, en fait, qui de 0, bah, c'est en fait lié au déterminant. Et donc si qui de 0, et donc si qui m de 0 égale 0, alors la matrice n'est pas m n'est pas inversible. Là, par contre, cette propriété, c'est pas forcément vérifié pour n'importe quel polynôme annulateur. D'accord ? Parce que si je prends un polynôme annulateur, il se peut qu'il y ait un polynôme, a priori, hein, il se peut qu'il y ait un polynôme annulateur qui lui, soit en 0, vale 0. Je vous donne un exemple très simple. Si je prends mon polynôme qui et que je le multiplie par x, ça reste un polynôme annulateur de la matrice. Mais le fait de multiplier par x fait qu'en calculant en 0, donc là ce que je viens de proposer, donc attention, tout polynôme annulateur ne vérifie pas cette propriété. Par exemple, je peux faire un exemple théorique, si je fais x fois qui m de x, bah ce polynôme il est aussi annulateur de la matrice. Mais on n'a que, donc si je l'appelle p de x peut-être, mais p de 0 vaut 0. Donc on a d'une part que p de 0 vaut 0, et d'autre part que m est inversible, peut être inversible. Si qui de 0 n'est pas égal à 0. M peut être inversible. Être inversible. Ok, donc il faut faire un petit peu attention à cette propriété-là. Mais, en tout cas, pour le polynôme caractéristique, si son évaluation 0 vaut 0, ça veut dire que bah, ce polynôme, la matrice que nous avons, en fait, n'est pas inversible. Ok. Bon, c'est bien tout ça.
Bon là j'ai fait un exemple simple, mais enfin j'ai fait un exemple simple où le polynôme qu'on trouve ici est plus petit. Mais il se trouve qu'on peut avoir des polynômes encore, enfin on peut avoir des matrices pour lesquelles les polynômes sont plus petits. Il n'y a pas que l'identité qui vérifierait ce genre de propriété. Pour les matrices de 2, je crois pouvoir affirmer que, autre que les matrices, si je prends une matrice qui est autre qu'un multiple de l'identité, donc c'est-à-dire autre que 2 fois identité, 3 fois identité, racine de 2 fois identité, voilà. Si je prends une matrice autre que celle-ci, je pense que je n'arriverai pas à avoir un polynôme caractéristique plus petit. Enfin, plus petit au sens du degré, hein, on va dire, que le polynôme caractéristique. Mais si je travaille avec des matrices plus grandes, il se peut que je tombe sur un polynôme caractéristique qui est plus petit. Donc c'est voilà, faut faire un petit peu attention. Ok, donc le kit 0 quand même permet de décrire en fait si la matrice est inversible, et puis si kit 0 est différent de 0, nous avons déjà vu qu'elle était inversible, et dans ce cas-là, on peut encore une fois ressortir le mécanisme. Bon, alors j'aimerais juste sur peut-être un nouvel exemple, vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec un polynôme caractéristique autre que déterminer son inverse. Donc on va refaire juste une détermination d'inverse, mais j'aimerais vous montrer un petit peu plus loin, et je m'arrêterai sur ça. Je vais vous montrer un petit peu plus loin ce qu'on peut faire encore avec ce polynôme caractéristique. Et puis, ce sera l'objet du cours 9 et cours 10. Donc voilà, je m'arrêterai juste sur cet exemple. Et puis voilà. J'ai pas grand chose pour l'instant, en effet, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur cette partie de cours, puisque le plus gros est dit. Donc après, ce qui me reste à dire, c'est 2-3 choses peut-être importantes sur des résolutions de polynômes, de racines de polynômes ou des choses comme ça. Je vais en parler un peu rapidement ici, mais je pense que je vais attendre plutôt d'avoir attaqué les transformations de plans. Donc quand on arrivera à ce cours, là ça sera davantage pertinent de parler de ça. Mais ici je vais juste survoler pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Donc pour moi j'ai fini le cours 7, je vais juste faire cet exemple comme j'ai dit. Un petit exemple de 2, je vais pas faire un exemple 3-3 parce que comme vous l'avez vu ça peut demander pas mal de calculs. Mais voilà, j'aimerais juste lancer là-dedans. Donc je me donne un exemple. Alors disons... Je réfléchis, qu'est-ce que je peux proposer? Alors... Peut-être celui-là. Non, 2, 1, pardon. Peut-être 1, 2 comme ça. Bon, ça ne changerait rien. Allez hop, 1, 2. Voilà. Considérons la matrice suivante. Ok, on va terminer sur cet exemple. Donc considérons la matrice suivante et puis commençons à calculer son polynôme caractéristique. Donc polynôme caractéristique, c'est donc le déterminant de x moins 2, moins 2, moins 1, x moins 3. Matrice de 2, là, le polynôme caractéristique, ça va assez vite. Donc on a, oups, excusez-moi, je vais un peu vite là. Donc on a x moins 2 fois x moins 3, et puis moins plus, donc, et moins, il y avait un moins, donc il ne faut pas oublier, moins, ça fait 2. Ok, je développe, j'ai donc x carré moins 5x, et puis après je vais avoir plus 6 moins 2, donc ça fera plus 4. Donc voilà, j'ai un polynôme caractéristique qui est le suivant. Maintenant on va inverser la matrice, donc on peut l'inverser, puisque comme on peut le remarquer, on a 4 ici, qui est donc différent de 0, et donc le polynôme, comme on l'a dit, le polynôme est annulateur de la matrice. Je ne vais pas le vérifier cette fois. Je vous laisse le soin de le vérifier si vous n'êtes pas encore confiant sur ce que j'ai énoncé comme théorème. Donc c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Et via ce théorème de Cayley-Hamilton, par Cayley-Hamilton, je vais donc avoir que m carré moins 5 fois m plus 4 identités est égal à 0. Donc je fais la même manip que tout à l'heure, je mets le 4 identités de l'autre côté, j'ai donc m carré moins 5m égale moins 4 identités, et puis ensuite je fais la manip en mettant m en facteur, et je divise par moins 4, donc je vais obtenir
5 quarts de l'identité moins 1 quart de n. Donc voilà, ma matrice inverse, c'est donc cette matrice-là. Hop. Et donc cette matrice-là, donc n-1 égale donc 5 quarts de 1, 0, 0, 1 moins 1 quart de 2, 2, 1, 3. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir 5 quarts moins 2 quarts, ça fait 3 quarts. Bon, ça s'en va. Moins 2 quarts, donc moins 1,5. Ensuite, encore 0 et moins 1 quart, donc ça fait moins 1 quart. Et enfin, 5 quarts moins 3 quarts, ça fait 2 quarts, donc 1,5. Voilà la matrice inverse. Ok, donc on pourrait revérifier que la matrice que je viens d'obtenir, c'est bien l'inverse de la matrice de départ, blablabla, blablabla, ok. Bon, on peut faire aussi avec une matrice 3. Ah, je vais quand même le faire pour une matrice 3-3, on est d'accord, ça va quand même vite. Par contre, je vais garder cette matrice-là pour vous dire comment on peut aller plus loin. Donc, juste... Mais je veux juste faire une matrice 3-3 pour vous montrer que ça peut être efficace si on admet que le résultat qu'on a obtenu, c'est bien un polynôme. Donc, si on utilise la propriété de Cayley-Hamilton, ça peut aller vite. Hein, parce que là, dans les exemples précédents, on a à chaque fois vérifié que le polynôme était annulateur de la matrice. Alors qu'on peut éviter de le faire si on veut. Donc, ce qui permet de faire un peu moins de calculs. Donc là, par exemple, si je fais... donc là, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, si je propose une matrice avec une matrice 3-3, 1, 2, 4... Peut-être pas le même. Ouh, je vais proposer complètement autre chose, ça serait bien. Donc, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 2, 1. Voilà. Je fais un truc un peu au hasard, on verra. Donc voilà la matrice n. Donc si je veux le polynôme caractéristique qui n, donc qui n de x, c'est égal à quoi? C'est égal à, pouf, donc x moins 2, moins 3, moins 1, moins 4, x moins 1, moins 5, moins 3, moins 2, x moins 1. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de sympa à faire? Je réfléchis. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, là, je vais juste faire le calcul comme ça. Je vais développer par rapport à la première ligne. Je vais développer par rapport à la première ligne. Donc, si on développe par rapport à la première ligne, je vous rappelle, on prend la composante de la première ligne. On n'oublie pas le signe, donc ici, il y a un plus. Fois le déterminant du mineur, donc la matrice que j'obtiens en enlevant la première ligne et la première colonne. Donc j'obtiens x moins 1, moins 5, moins 2, x moins 1. Ensuite, moins, parce que règle des signes, moins 3, parce que c'est l'entrée. Et ensuite, moins 4, moins 3, moins 5, x moins 1. Et enfin, plus, là, le coefficient c'est moins 1. Et je fais le déterminant du mineur qui est ici. Donc, moins 4, x moins 1, moins 3, moins 2. Ok, donc sauf erreur, normalement on est plutôt pas mal. Ouais. Ok. Bon, j'ai pas besoin de la matrice inverse pour la matrice du départ. Hop. Donc, on continue le calcul. On a donc x moins 2 fois x moins 1 fois x moins 1 au carré. Donc en fait, x moins 1 au carré plutôt. Ok. Ensuite, on a moins 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Donc on a moins 10 fois x moins 2, en développant par la même occasion. Moins 3, ça fait 3. Donc on a 3 fois moins 4, ça fait moins 12. X moins 1. Et puis ensuite, moins, ça fait 5 moins.
il y a un moins, encore une fois, et donc 3 fois 3, 9 fois 5, 45. Donc moins 45. Ok. Et le suivant, on a moins 2 fois moins 3, enfin moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 8 avec le moins, ça fait moins 8. Ensuite, moins 3, ça fait 3. Avec le moins, ça fera moins 3 fois x moins 1. Piouf! Donc voilà mon polynôme caractéristique. Il n'y a plus qu'à développer, simplifier. Bon là, il faut s'accrocher un peu. Donc x moins 2 fois x carré moins 2x plus 1. Moins 10x moins 20, enfin plus 20, pardon. Moins 12x plus 12. Moins 45. Moins 8. Moins 3x plus 3. Ok, je développe maintenant cette partie-là. J'ai donc x cube. Donc on prend le temps de développer. S'il y a besoin de faire une étape supplémentaire pour vous, faites-la. Hein. Donc x cube. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a moins 2x carré. Moins 2x carré, ça va faire moins 4x carré. N'hésitez pas à faire l'étape supplémentaire, je le répète. Là, je vais juste plus vite. Hein. Donc ensuite, moins 4, enfin ça fait 4x. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes... Qu'est-ce que j'ai loupé là? Non, c'est bon. Donc on a 4x plus x, ça fait 5x. Ok, et puis on a moins 2. Normalement, j'ai rien loupé. Les termes en x carré, moins 2x carré. Ah, c'est bon. Ok. Donc on a ça. Maintenant, je vais essayer de simplifier un peu les x qu'on a ici. Donc moins 10, moins 12, moins 3. Donc ça fait moins 15, moins 25. Donc on a moins 25x. Et puis les termes constants, on a 20 plus 12, ça fait 32. 32 plus 3, ça fait 35. 35 moins 45, ça fait moins 10. Et moins 10 moins 8, ça fait moins 18. Bon, faut s'accrocher un peu. Hein. Ok, et puis bah, on simplifie. Donc là, on a x cube, moins 4x carré. Après, on a moins 20x et moins 20. Voilà. Donc voilà mon polynôme caractéristique, sauf erreur. Bon, j'espère pas avoir fait d'erreur, je vérifierai après. Mais voilà mon polynôme caractéristique. Donc maintenant que j'ai mon polynôme caractéristique, je peux déterminer l'inverse de la matrice. Donc je vais juste faire la manipulation pour avoir l'inverse de la matrice. Mais je vous laisserai terminer les calculs par vous-même. Donc, pour avoir la matrice, je sais que ce polynôme est annulateur. Donc ça veut dire que n cube moins 4n carré. Donc, je ne vais pas vérifier qu'il est annulateur là. Donc moins 4n carré moins 20n moins 20. Donc au passage, on voit que c'est inversible, hein, puisque quitte 0 est non nul. Moins 20, hop, égale 0. Donc rebelote, le moins 20, je vais le mettre de l'autre côté. Donc n. Donc, tiens, je vais même faire la remarque, ici le déterminant de n, c'est égal à 20. D'accord? Puisque je vous rappelle que c'est moins 1 puissance 3, donc moins 1, fois le déterminant de la matrice, donc ça veut dire que le déterminant de la matrice, ça doit être 20. Si on n'a pas fait d'erreur en faisant le calcul du déterminant, on devrait trouver 20. Donc n cube moins 4n carré moins 20n est égal à 20 identités. Donc encore une fois, on met le n en facteur, donc j'ai n fois n carré moins 4n moins 20 identités égale 20 identités. Et je divise par 20, j'obtiens alors que n moins 1, c'est égal à 1 sur 20 fois n carré, moins 4 sur 20, ça fait 1 cinquième de n, moins identité. Donc voilà quelle est l'inverse de la matrice. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul de n carré, en fait. Je ne vais pas le faire, je vous laisse le soin d'essayer de terminer ce calcul. Je le mettrai sur le PDF, la fin du calcul. Mais voilà donc comment on termine ce calcul.
Ok, à condition que j'ai pas fait d'erreur pour le polynôme caractéristique. A priori, j'en ai pas fait, donc bon. Je vous laisse essayer de vérifier que tout va bien, mais voilà comment ça se passe. Ok, alors juste 2-3 mots là, comme je l'ai dit, sur le polynôme caractéristique pour la matrice M de 2 là-haut. Donc là, je vous ai montré qu'on peut aller plus vite. Hein. Donc là, on a un calcul de déterminant, certes, hein, pas si joli que ça, mais vous voyez que j'ai plus besoin, si je sais qu'il est annulateur, j'ai plus besoin de le vérifier. Hein. Juste, j'utilise la propriété. Ok. Donc là, j'aimerais juste dire 2 mots sur le polynôme caractéristique de la matrice de 2 là-haut. Ok. Donc là, le polynôme caractéristique que j'ai trouvé pour cette matrice, c'est x carré moins 5x plus 4. Donc là, on va dire, le cours 7, je viens de le terminer. Je fais une petite ouverture sur ce qui va suivre pour les cours 9 et 10 notamment, et peut-être un peu plus, suivant le temps que je mettrai pour présenter ces cours. Donc, ce polynôme caractéristique, on peut trouver ses zéros. Alors, je peux faire un rappel de comment on fait pour trouver les zéros d'un polynôme de degré 2. Donc, pour trouver un polynôme de degré 2, il faut faire appel à ce qu'on appelle le discriminant, appelé grand delta. Donc là, je fais juste un rappel rapide. On aura l'occasion de le voir plus dans le détail, mais je veux juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut en faire de cette information-là. Donc, delta qui vaut ici 5, moins 5 au carré, donc b au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois ce qu'il y a devant x carré fois ce qui est en constante. Donc ceci me donne 25 moins 16, ce qui donne 9 qui est positif. Et donc les racines que je vais trouver, donc je vous rappelle, si vous voulez je peux rappeler les formules. Les racines que l'on trouve, c'est x1 qui va valoir moins b, donc moins 5, moins racine de delta, donc racine de 9, divisé par 2a, donc 2. Donc là, ça fait 5 moins 3, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et x2, on va avoir moins 5, plus racine de 9 sur 2. Cette fois-ci, ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Ok, on a donc 2 racines. Bon. Et ce que j'affirme, donc on va pouvoir trouver des vecteurs qui ne vont pas bouger si j'applique la matrice si j'applique la matrice 2, 2, 1, 3 du par ligne là. Donc j'affirme qu'on va pouvoir trouver un vecteur xy, comme ceci, tel que 2, 2, 1, 3 fois xy est égal à 1 fois xy. Donc autrement dit, xy. Et puis, donc là c'est 1 fois xy, en lien avec cette valeur-là. Là. Et puis on va en pouvoir trouver un autre, tel que 2, 2, 1, 3 fois xy est égal à 4, là où j'ai mis la flèche, je vais mettre un 4 fois xy. Alors je vais juste vous montrer rapidement comment on fait pour trouver ces vecteurs, et puis je vais le vérifier ensuite que ça marche, et ensuite on passe aux révisions. Hop. Donc, j'ai donc affaire à un système, hein, si on fait bien attention. Donc ce que j'ai comme système, c'est le suivant, j'ai 2x plus 2y égale x pour le premier, donc si je sais pas, je vais mettre un numéro. Donc le premier système, c'est celui-là. Donc 2x plus 2y égale x, et j'ai x plus 3y qui est égal à y. Si je fais attention aux deux lignes que je viens d'écrire, en fait les deux lignes sont les mêmes. Je me rends compte que si j'utilisais Gauss-Jordan ou des choses comme ça, je vais pouvoir simplifier les deux. Je vais pouvoir avoir 0 égale 0 sur la deuxième ligne si je veux. Donc en fait les deux lignes sont les mêmes. Et donc ça signifie en fait que globalement il faut que x soit égal à 2 fois y. Si on regarde, si on fait bien, enfin à moins 2 fois y d'ailleurs. X doit être égal à moins 2 fois y. Ok? Bon qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'écris mon vecteur sous la forme y moins 2y, normalement son image ça sera le même. Donc si je fais cette matrice là M fois ce vecteur, je dois retrouver cela. Alors je vais choisir une valeur de y particulière. Donc, prenons 1.
Et si je fais donc 2, 2, 1, 3, je vous invite à faire le calcul avant que je le fasse. Voilà, alors 2 moins 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et 2 fois 1, ça fait 2, donc on va avoir moins 4 plus 2. Donc ça fait bien moins 2 pour la première composante. Et la deuxième composante, 1 fois moins 2, 3 fois 1, 3, donc moins 2 plus 3, et ça fait bien 1. Pas mal, hein? C'est joli. Et puis, si je regarde maintenant la deuxième matrice, bah pareil, donc j'écris les équations, j'ai donc 2x plus 2y égale 4x, et j'ai x plus, pardon, hop, donc j'ai x plus 2y qui est égal à 4y. Encore une fois, on pourra remarquer que les deux lignes que j'ai écrites sont les mêmes. Il faut juste faire quelques modifications et vous allez vous rendre compte qu'en fait les deux lignes que j'ai écrites sont les mêmes. Et on va en déduire qu'on doit avoir x égale y. Et ça signifie que si je prends une colonne ou un vecteur du type x, alors normalement son image ça va être 4 fois lui-même. Prenons un exemple, si je prends 1, 1, eh bien nous avons 2, 2, 1, 3 fois 1, 1. Puis on fait le calcul, alors 2 fois 1 plus 2 fois 1, ça fait 2 plus 2, donc 4. Et puis l'autre, 1 fois 1 plus 3 fois 1, donc 1 plus 3, ça fait bien 4. Donc j'ai bien obtenu 4 fois le vecteur 1, 1. Ok, alors tout ce que je viens de faire là comme calcul qui peut paraître un peu bizarre, en fait vous verrez que ça a beaucoup de signification en termes géométriques. En fait le fait de pouvoir choisir x égale y ou des trucs comme ça nous dit qu'on a le droit de choisir des vecteurs qui sont directeurs d'une certaine droite. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de parler d'équation de droite, parce que ça c'est une équation de droite. On va avoir besoin de parler d'équation de droite et d'équation de plan pour pouvoir décrire ce qui se passe au niveau des transformations dans le plan ou dans l'espace. Donc ici, en fait, la matrice que je vous ai donnée correspond à une transformation dans le plan. Les vecteurs que je viens de trouver sont des droites qui ne vont pas bouger à la suite de la transformation. Pourquoi elles ne vont pas bouger? Parce que leurs images sont collinéaires. Donc si je prends un vecteur, directeur de la droite, son image est collinéaire. Donc autrement dit, la droite ne change pas. La direction ne change pas. Pareil pour celle-ci, la direction ne change pas. On a multiplié peut-être par 4 ou par 1 ou par moins 1 ou des choses comme ça. Il peut y avoir des transformations qu'on pourra expliquer, on pourra en expliquer un peu davantage, ce que ça signifie le fait que ce vecteur ne bouge pas et que ce vecteur est multiplié par 4, on pourra le décrire davantage. Mais sachez que tout ce que je viens de faire aura une description bien précise dans la géométrie. Et donc les matrices vont représenter les transformations dans le plan. Les matrices colonnes, là, ce sont des vecteurs, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises sans forcément le vouloir, mais on fait appel à des vecteurs, des images même. J'ai parlé d'images parce que j'ai parlé de transformation et donc de fonctions, etc., etc. Donc voilà ce qui se cache, ce qui se cache derrière les polynômes caractéristiques, okay, et ce qu'on peut en faire comme utilisation ici dans la géométrie. Donc on verra comment interpréter tous ces calculs, comment interpréter ces résultats. Donc j'espère vous avoir mis un petit peu l'eau à la bouche pour en savoir davantage là-dessus. Bon, j'ai terminé donc le cours 7 et on va pouvoir passer aux révisions. Ok. Donc pour les révisions, ce que je propose, c'est qu'on va refaire le tour de tous les cours que nous avons vus jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas encore combien de temps ça va me prendre. J'espère 50 minutes pour que ça fasse 1h30 comme j'ai prévu. Hop. Bon, si ça fait un petit peu plus, c'est pas grave. Si ça fait un petit peu moins, c'est pas grave. Mais aux alentours de 50 minutes de rappel de cours. Ok. Bon, alors peut-être que je vais faire la révision en faisant une espèce de QCM, je pense que ça peut être une bonne idée.
de faire de la révision de cours par rapport à un QCM. Puisque ça va être le format de l'examen. Donc, je réfléchis juste à une... Bon, je vais peut-être pas faire dans l'ordre du cours, hein, donc c'est pas grave si je le fais pas, ne soyez pas si surpris du fait que je le fais pas forcément dans l'ordre du cours. Ok. Bon. Alors, disons que pour cette première question, on travaille dans le... Bon, je vais pas le mettre sous la forme d'un QCM, ça va être un peu compliqué parce que là, il faudrait que je réfléchisse aux propositions. Donc, je vais plutôt juste mettre sous la forme d'un exercice, et sous la forme QCM, je vous donnerai plusieurs propositions, et c'est à vous de trouver la bonne. Bref, donc ce que je vais proposer, c'est un petit exercice dans l'espace, dans le plan plutôt. Donc, on considère le plan muni du repère usuel, orthonormé direct, OIJ. Donc, voilà. Et puis, on va considérer différents points dans le plan. Donc, A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 3, 5, C de coordonnées 4, 1. Et puis, alors, il faut que je réfléchisse un peu. Alors, attendez, il faut juste que je fasse un petit calcul là. Ou alors je fais pas de calcul, puis on voit ce que ça donne. Allez, je vais pas faire de calcul, tant pis. Hop. Donc D de coordonnées quelconques, on va dire 7, 6. Allez. Ok, donc voilà nos différents points. Et donc ce que j'aimerais qu'on montre, donc première question, montrer que la famille ABAC, ABBC, ouais, ABAC, ça change rien. Donc montrer que la famille ABAC est une famille libre. Alors comment on fait pour montrer qu'une famille est libre? Rappel de cours. Donc une famille est libre si et seulement si on part de alpha AB plus bêta AC égale 0, alors on a automatiquement et obligation d'avoir alpha égale bêta égale 0. D'accord? Donc ce qu'on veut montrer c'est ça. Est-ce que si on prend alpha bêta non nul, enfin si on prend alpha bêta plutôt, les réels, c'est pas forcément non nul, est-ce qu'on a l'obligation de les avoir égales à 0? Ou est-ce qu'on pourrait choisir des valeurs de alpha et bêta telles que telle que la relation ici donne 0 est satisfaite et que les alpha et bêta sont non nuls. Ok, alors, bon bah je vais déjà donner les coordonnées des deux vecteurs. Hein. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 3 moins 1, donc 2. 4 moins 1, 3. Non, attends, 5 moins 2, pardon, 3. Voilà. Et puis AC, lui, il a pour coordonnées 4 moins 1, ça fait 3, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Ok. Bon, alors, là, on peut y répondre assez rapidement, de deux manières distinctes, on va dire. Donc, la première méthode pour y répondre, on peut... donc là, on peut utiliser plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Soit... je fais la méthode que je viens de dire là, et puis bêtement voir ce qui se passe. Donc je peux le faire, ça va marcher, je vais le faire maintenant d'ailleurs. Donc je vais 2 alpha plus 3 bêta égale 0, et 3 alpha plus, enfin moins bêta égale 0. Je vois que sur la deuxième ligne, j'ai bêta qui est égal à 3 alpha, je remplace, j'ai donc 2 alpha plus 9 alpha égale 0, j'en déduis que alpha égale 0, et donc bêta égale 0, check. Voilà, donc la famille est bien libre. Ok, c'est une manière de le faire. Maintenant, je vais en proposer d'autres de manières de faire. Une autre manière de faire, ce serait de, donc je viens de faire la méthode 1, méthode 2, ce serait de regarder la matrice formée par ces deux vecteurs en ligne. Donc si je les mets en ligne, 2, 3, 3, moins 1, voilà la matrice. Et puis ce que je peux faire, c'est faire du gauche-Jordan. Et donc si je fais du gauche-Jordan, eh bien,
une fois que j'aurai déterminé le rang, donc le rang va me permettre de savoir est-ce que la famille que j'ai là est libre ou pas. Donc c'est parti, on va faire du Gauss-Jordan. Alors je vais faire du Gauss-Jordan bête et méchant. Donc là, j'ai 2, 3, donc le premier coefficient non nul c'est 2. Je divise donc la ligne 1 par 2. J'obtiens quoi? J'obtiens 1, 3 demi, 3, moins 1. Puis ensuite, j'enlève à la ligne 2, 3 fois la ligne 1. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1, 3 demi, ça ne bouge pas. Et ensuite, j'ai 0. Et puis, 3 fois 3 demi, ça fait 9 demi. 9 demi moins 2 demi, ça fait moins 11 demi. Ensuite, je continue avec la ligne suivante, pardon. J'ai moins 11 demi qui est non nul. Donc cette fois-ci, je vais changer la ligne 2 en multipliant par moins 2 sur 11 fois la ligne 2. Donc en faisant ça, j'obtiens 1, 3 demi, 0, 1. Et puis ensuite, je fais l'opération ligne 1 moins 3 demi de ligne 2. Et donc j'obtiens quelle matrice? J'obtiens la matrice identité. Donc, voilà la matrice échelonnée réduite, donc ça c'est M', ce qu'on a souvent appelé M', la matrice échelonnée réduite associée à M. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que le rang égale 2. Ok? Et donc le rang étant égal à 2, ça signifie quoi? Ça signifie que la plus petite, que toute famille de 2 vecteurs, là ici, on n'a que 2 vecteurs, donc ça veut dire que la matrice est de rang en fait maximal. Et donc ça veut dire que la famille formée par les 2 vecteurs ici est une famille libre. Donc ça c'est une proposition liée au cours. Donc hop, ça implique qu'on a la famille qui est au-dessus libre. Donc voilà encore une autre manière de faire pour vérifier si la famille est libre. Une troisième méthode, donc là je viens de faire Gauss-Jordan. Une troisième méthode serait de faire appel au déterminant. Puisqu'on a vu que le calcul de déterminant était assez proche de l'algorithme de Gauss-Jordan. Et donc on a vu aussi que si on a l'algorithme de Gauss-Jordan et qu'à la fin on a l'identité, le déterminant est non nul. Si par contre on n'a pas l'identité à la fin de Gauss-Jordan, ça veut dire qu'on a une ligne de 0. Et si on a une ligne de 0, ça veut dire que le déterminant est nul. D'accord? Donc, ce que je peux faire, donc troisième méthode, je peux encore une fois regarder la matrice que j'ai écrite tout à l'heure, donc 2, 3, 3, moins 1, et calculer le déterminant de ce truc-là. Le déterminant de ce truc-là, ça fait moins 2, moins 9, ça fait moins 11. Moins 11 est non nul, donc ça veut dire que la matrice est inversible, donc ça veut dire que la matrice est de rang 2, et donc ça veut dire qu'encore une fois, la famille là-haut est libre. Voilà 3 méthodes différentes pour montrer que la famille est libre à présent. Donc c'est quand même pas mal, là on a pas mal d'outils maintenant pour montrer qu'une famille est libre, c'est plutôt cool. Ok, donc la famille ABAC est bien une famille libre. Je vais juste remettre les coordonnées ailleurs, pour moi, pour pouvoir effacer. Donc la question suivante, c'est que je veux déterminer les coordonnées. Donc déjà je veux montrer que c'est une base. Hop. Donc montrer que ABAC est une base du plan. Donc qu'est-ce que ça veut dire que montrer que ABAC est une base de plan? Ça signifie que n'importe quel vecteur peut s'écrire. Donc dire que c'est une base, ça veut dire qu'il faut montrer que n'importe quel vecteur donc n'importe quel vecteur U s'écrit. Donc U sera égal à un certain alpha fois AB plus bêta fois AC. Ok? Donc, et pour cela, une manière qu'on a vue ensemble, c'est en fait de montrer qu'on peut écrire I en fonction de ABAC et montrer qu'on peut écrire J en fonction de ABAC. Ok?
que l'on peut écrire I en fonction de AB et AC, et J aussi peut s'écrire en fonction de AB et AC. Très bien, donc c'est ce que nous allons chercher à faire. Pour ce faire, bah on va utiliser la chose. Là, je vais faire une méthode entre guillemets naïve. Donc ce que je vais faire, c'est que je regarde, bah, je sais que AB, donc AB, ça va être égal à quoi? Bah, je sais que c'est égal à, donc je regarde les coordonnées, hein, j'ai 2 fois I plus 3 fois J, d'après les coordonnées dues au repère, hein, donc d'après les coordonnées du vecteur associé au repère. Donc j'ai AB qui vaut ça, j'ai AC qui vaut 3I moins J. Ok. Et puis bon bah si je veux avoir les I, bah là on voit qu'on a affaire à un système d'équations. De toute façon, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là j'ai affaire à un système d'équations. Donc là mon système d'équations, bah, j'ai plus qu'à le résoudre. Donc ce que je peux faire pour résoudre ce système d'équations, c'est donc enlever les J ou enlever les I à l'aide de l'algorithme de Gauss-Jordan derrière ou de pivot de Gauss, c'est la même chose. Donc ce que je peux faire, c'est multiplier par 3 la ligne ici. Ouais, je vais faire comme ça. Donc si je multiplie par 3 la ligne 2 et que je dis que la ligne 1 devient ligne 1 plus 3 fois ligne 2, le système que j'obtiens est donc AB plus 3 fois AC. Ben, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 9. Ouais, c'est ça. 9 plus 2. Donc 9 plus 2, ça fait 11i. Donc 11i, et puis les j s'en vont. Donc on en déduit que i est égal à 1 sur 11 AB plus 3 sur 11 AC. Maintenant qu'on a i, on peut avoir un j. J, ça va être égal, grâce à la deuxième ligne, à 3i moins AC. Et donc 3i, ça veut dire que ça va être 3 onzièmes de AB. Donc 3 onzièmes de AB, et puis donc 3 fois 3, 9. 9 onzièmes moins 11 onzièmes, ça fait moins 2 onzièmes de AC. Voilà. Donc j'ai pu écrire I en fonction de ABAC, J en fonction de ABAC. Donc, en effet, je peux conclure que la famille ABAC forme une base du plan. Bon. Alors oui, je suis sûr que vous n'êtes pas forcément des plus contents si vous voyez ça. Alors on va aller un peu plus loin. J'aimerais qu'on me donne les coordonnées. C'est la troisième question. Et ce sera la dernière pour cette partie d'exo peut-être. Ouais. Donc 3. Donc déterminer les coordonnées de D dans le repère S, O, I, enfin pas I, désolé, donc S, O, le vecteur AB et le vecteur AC. Ok, donc pour ce faire, eh ben, je vais partir d'un vecteur, donc là je vais écrire la formule générale. Donc si j'écris ce qui se passe de manière générale, je sais que si je prends n'importe quel vecteur, U, il s'écrit X fois I plus Y fois J. Ok. Et puis maintenant on a écrit I et J en fonction de AB et AC, bah, je remplace. Donc j'ai X fois le I, c'est 1 sur 11 AB plus 3 sur 11 AC. Et puis pour le J, je remplace également, donc je vais avoir plus Y fois 3 sur 11 AB
moins 2 sur 11 AC. Maintenant, je rassemble. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur 11 fois x, donc pour le vecteur AB. Et j'ai 3 sur 11, donc plus 3 sur 11, y. Et je multiplie par le vecteur AB. Donc ça, c'est ce que j'ai devant le vecteur AB. Hein, donc je développe, et puis je regarde ce que j'ai par rapport à AB. Et puis par rapport à AC, pareil, en développant, j'obtiens 3 sur 11 fois x, moins 2 sur 11 fois y. Et ça, le tout fois le vecteur AC. Bon, et puis maintenant je peux conclure. Puisque là, je vous ai donné du coup la manière de transformer les coordonnées d'un point D par rapport à l'origine O en fonction de ses coordonnées. Donc là, ici, D a pour coordonnées 7, 6. Ça signifie que x égale 7, y égale 6. Et donc je remplace. Donc si je remplace, j'ai donc 1 sur 11 fois 6 plus 3 sur 11. Non, fois 7, pardon. Plus 3 sur 11 fois 6. Bon, ça ne va pas simplifier, hein, parce que j'ai donné un point au hasard, hein, là, dans l'affaire. Donc, nous allons avoir 7 plus 18, ça fait 25. Donc ça, c'est la première coordonnée. Et la deuxième coordonnée, nous avons 3 sur 11 fois 7, moins 2 sur 11 fois 6. Donc ça fait 21 moins 12, ça fait 9. Donc ça veut dire que D a pour coordonnées 25 onzièmes et 9 onzièmes dans le repère S. Voilà. Bon. Voilà grosso modo ce qu'il faut savoir faire vis-à-vis du cours 1, je pense. Du cours 1 et peut-être un petit peu plus, puisque je vous ai montré dans la première partie qu'on pouvait maintenant s'y prendre un peu, pour la première question, on pouvait s'y prendre un petit peu autrement, pour savoir si une famille est libre ou pas. Donc là je vous le fais dans le plan, mais on est d'accord que dans l'espace ça marche aussi, les méthodes marchent aussi dans l'espace. Ok, alors je vais garder mes points. Hop. Bon, j'aurais peut-être dû garder mes vecteurs, mais c'est pas grave, je vais les redonner. Puis bon, bah, je vais faire quatrième question, allez. On va s'amuser comme ça. Donc les exercices, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord, c'est les petites questions à chaque fois que je pose. Hein. Donc on a toujours nos points avec ces coordonnées-là. Et donc 4, j'aimerais déterminer la valeur. Quelle est la valeur de l'angle formé AB-AC? Donc orienté. Ok, alors je vais faire un repère où je vais placer mes points juste pour se donner des idées. Donc le A, 1, 2, donc le point A il est quelque part ici. Le point B, 3, 5, donc 2, 3, 4, 5. Le point B est quelque part par là. Et puis le point C, il est où? Le point C, c'est 4, 1, donc 1, 2, 3, 4. Et 1. Ok, donc là je viens de placer mes 4 points. Et là, j'aimerais que vous y fassiez attention. L'orientation de l'angle que j'ai demandé, c'est pas le bon. Mais c'est pas une erreur. Donc ABAC, je veux cet angle-là, je veux pas l'autre. D'accord? Par rapport au dessin, je veux pas l'autre. D'accord? Donc il ne faut pas tomber dans le piège. Là, je demande quand même l'orientation exacte de l'angle. Ok? Sinon, j'aurais mis ACAB. Ok? Si on voulait avoir le bon angle, ça serait ACAB. Alors, comment on s'y prend? Bon, bah, produit scalaire. Hein. Donc, AB scalaire AC. Alors, on avait les coordonnées, donc du coup, je vais les réécrire quand même. Réécrire, donc AB, ça fait 2, 3. Et AC, c'était
3 moins 1. Donc le produit scalaire vaut 2 fois 3 plus 3 fois moins 1, produit des coordonnées. Donc ça fait 3. La norme de AB, donc la longueur de AB, je l'obtiens en faisant racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. Donc ça nous fait 4 plus 9, 13. Et puis la norme de AC, pareil, racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré. Donc ça nous fait racine carrée de 10. Très bien. Et donc le produit scalaire de AB-AC, c'est donc égal à racine de 10, de 13, fois racine de 10, fois le cosinus de l'angle alpha. Mais attention, l'angle alpha, c'est pas le bon. Hop. Ce que je viens de faire en bleu, là, je ne sais pas si les couleurs se distinguent bien, mais ce que je viens de faire en bleu, là, c'est l'angle alpha. Alors que ce qui nous intéresse, c'est l'angle en rouge. Il faut faire juste un peu attention à ça cette fois. Hop. Donc, cosinus de alpha, c'est donc égal à 3 sur racine de 13, racine de 10. Et donc, on va avoir que alpha, c'est égal à cos moins 1 de ce truc-là. Voilà, je vais chercher mon portable pour servir de calculette. Donc, cos moins 1, 2, 3 sur racine de 13 fois 10. Donc cet angle-là vaut environ 74. Ok, j'ai pas fait exprès. Donc 74. Et donc si je veux avoir l'angle en rouge, donc je sais pas, je vais l'appeler bêta. Si je veux avoir l'angle en rouge, je sais que faire tout le tour, c'est 360 degrés. Faire un tour sur soi-même, c'est tourner de 360. D'accord? Donc 360 degrés. Donc ça va faire 360 moins l'angle que je viens d'obtenir, 74. Environ. Bon, et puis du coup, ça va nous donner quoi ça? Hop. 285,25. 26, certainement, il faut que j'arrondisse. Donc 285,26. Et voilà la valeur de l'angle orienté demandé. Ok. Sinon, une autre manière d'y répondre, ça serait de donner moins l'angle, mais j'ai pas envie de vous embêter avec ça, donc plutôt essayer de trouver la valeur de l'angle comme ça. Ok. Je voulais vous le montrer parce qu'on n'a pas eu affaire à ce genre de cas, mais voilà, c'est possible d'avoir affaire à ce genre de cas où l'angle n'est pas si bien orienté. Mais bon, voilà, vous voyez comment on peut s'en sortir. Ok. Bon. Comme ça, au moins, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Donc là, on a eu l'angle, très bien. Bon, on va faire un autre exo peut-être. Ça va être une question 5, mais je vais faire un autre exo. Donc toujours en lien avec produit scalaire et tout le reste. Hop. Peut-être une question comme ça. Donc soit A, donc on est toujours dans le plan. Est-ce que je peux faire... Je pense que je peux peut-être le faire dans l'espace. Je vais peut-être me permettre de le faire dans l'espace. Allez. Hop. On va faire un petit exo dans l'espace.
Ok, allez, soyons fous. Donc O, I, J, K. Repère dans l'espace, habituel, orthonormé, direct, blablabla. D'accord, le blabla habituel. Je prends AB de coordonnées 0, 1, 1. B de coordonnées 1, moins 1, 3. C de coordonnées 2, 1, 2. Et S de coordonnées, je sais pas moi, 0, 0, 6. Ok. Bon. Je pense que si je donne ces vecteurs-là, ça va. Bon, bah, j'ai la même question que je peux poser, c'est déjà donc question 5. Donc la question 5 que je peux poser, c'est déjà, est-ce que les vecteurs AB, AC et AS forment une famille libre? Qu'est-ce que AB, AC, AS est libre? Donc encore une fois, on peut s'y prendre de la manière qu'on souhaite. Donc là, ce que je peux faire, c'est regarder encore... Bon, là, je vais le faire en faisant le déterminant, peut-être. Donc, AB a pour coordonnées 1, moins 2, 2. AC a pour coordonnées 2, 0, 1. Et puis S a pour coordonnées 0, moins 1, 5. Bon voilà, et puis ce que je peux faire, c'est calculer le déterminant, par exemple, mais encore une fois, on peut le faire de différentes manières, soit en mettant alpha, bêta, gamma, voir ce que ça donne. Donc, hop, 1, moins 2, 2, 2, 0, 1, 0, moins 1, 5. Maintenant, je vais me permettre de vous rappeler la formule de Sylvester. Donc, comment on applique la formule de Sylvester? La première chose à faire, c'est copier la première colonne et la mettre à la fin de la matrice. Ok. Prendre la deuxième colonne, la copier à la fin de la matrice. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. 1, moins 2, 2, 2, 0, 1. Et puis ensuite, tracer les diagonales. Hop. Donc, diagonale verte dans ce sens. Et diagonale rouge dans l'autre sens. Bloup, bloup, bloup. Donc, le déterminant de cette matrice, c'est égal à quoi? Alors, ce qu'on a en vert, 1 fois 0 fois 5, bon ça fait 0. 2 fois moins 1 fois 2, donc ça par contre, ça fait moins 4. Donc, plus moins 4, plus 0 fois moins 2, blablabla, bon ça fait 0. Voilà ce que j'ai en vert. Maintenant ce que j'ai en rouge. Donc en rouge, nous avons moins 0, puisque 2 fois 0 fois 0. 1 fois moins 1 fois 1, donc ça fait moins 1. Plus moins 1. Et puis 5 fois moins 2 fois 2. Donc 10, 20, donc ça fait moins 20. Je pense qu'on est bien parti pour quelque chose qui n'est pas nul. Donc on a moins 4 plus 21, ça nous fait 17. Donc comme le déterminant est non nul, ça signifie qu'à la suite de l'algorithme de Gauss-Jordan, on va obtenir la matrice identité, et donc ça signifie que notre famille est libre. Ok, donc la famille est libre, ça c'est une bonne chose. Alors question suivante. Hop. Question 6. Déterminer les coordonnées de H telles que 6. Déterminer les coordonnées de H telles que... Alors on a plusieurs choses à vérifier. On va vouloir que AH soit perpendiculaire à
comment dire ça? Alors on va parler plutôt de droite orthogonale si vous me permettez. Donc ce que je veux, c'est que le vecteur AH soit orthogonal au vecteur BC. AH orthogonal à BC. AH orthogonal à... Je vais peut-être pas mettre AH, je vais changer un petit peu. Je vais mettre BH orthogonal à CS. Et puis on va donner une dernière condition, CH orthogonal à S1. Voilà, donc je veux déterminer les coordonnées du point H telles qu'on a ces trois propriétés en même temps. Bon, comment on fait? Alors hop, rebelote, on a H de coordonnées X, Y, Z. Attention, on travaille dans l'espace, donc il faut trois coordonnées. Et puis bon, il faut donner les coordonnées de tous les vecteurs qui sont en jeu ici. Donc là, AH, il a pour coordonnées X moins 0, donc X. Y moins 1 et Z moins 1. Et BC a pour coordonnées 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 2. Enfin, 1 moins 1, ça fait 2. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Ok, donc comme on veut orthogonalité, ça signifie qu'on veut que le produit scalaire de AH avec BC, ça vale 0. Donc, ce qu'on veut, donc AH scalaire BC égale 0, ça nous donne une première équation, X plus 2 fois Y moins 1 plus Z moins 1, enfin moins d'ailleurs, Z moins 1, égale 0. Et donc si je modifie un petit peu, ça veut dire que X plus 2Y moins Z, c'est égal à 1, puisqu'on a moins 2 plus 1, donc ça fait moins 1, c'est ça. Okay, donc on a une première équation. Deuxième équation, de la même manière, il me faut BH et CS. Donc BH, X moins 1, Y plus 1, Z moins 3. Et puis CS, moins 2, moins 1, et 6 moins 2, ça fait 4. Donc encore une fois, on a un produit scalaire qui vaut 0, et ça va nous donner une nouvelle équation. Donc ça c'est la première équation. Deuxième équation, on va avoir x, enfin moins 2 fois x moins 1, moins 1 fois y plus 1, plus 4 fois z moins 3 égale 0. En développant, on obtient moins 2x moins y plus 4z, qui doit être égal à quoi? Donc plus 2, moins 1, moins 12, donc ça fait moins 10 moins 1, ça fait moins 11, donc ça fait égal à 11. Ok, et puis il reste une dernière orthogonalité à mettre en avant, donc CH, on s'accroche, hein, ça fait pas mal de calculs, x moins 2, y moins 1, z moins 2, ok, et puis là je veux quoi? Je veux SA. Donc SA 0, 0, 0, 1, 1 moins 0 ça fait 1, et puis 1 moins 6, donc ça fait moins 5. Ok, encore une fois je veux le produit scalaire qui vaut 0, ça va me donner une troisième ligne d'équation. Donc les x, il n'y en a pas, on va avoir y moins 1, moins 5 fois z moins 2 égale 0. Et donc si je modifie un petit peu, ça veut dire que y moins 5z doit être égal à, donc on a plus 10 moins 1, ça fait 9, 9, donc moins 9, en mettant de l'autre côté. Ok, donc on a un système d'équations, alors j'efface un peu tout ce que j'ai fait ici, et on a donc un système d'équations à résoudre, qui est le suivant. Donc on a
x plus 2y moins z qui est égal à 1. On a moins 2x moins y plus 4z qui est égal à 11. Et nous avons y moins 5z qui doit être égal à moins 9. Donc voilà, on a un système d'équations à résoudre. Encore une fois, on le fait de la manière que l'on souhaite. Gauche Jordan, blablabla. Ok, je pense que maintenant on est assez habitué. Je ne vais pas faire l'inverse de la matrice parce que ça va être un peu long. Je vais essayer d'aller au plus vite. Donc là, je vais le faire un petit peu par substitution et un petit mélange avec des combinaisons linéaires. Donc déjà, je vois que y, je peux l'écrire en fonction de z. Donc j'ai y égale 5z moins 9. Je le remplace sur la ligne d'en haut. J'ai donc que moins 2x. Et le y, je le remplace. Donc ça fait moins 5z plus 9 plus 4z est égal à 11. Je vois que les z se simplifient. Donc ça fait moins z. Le moins z, je vais le mettre de l'autre côté. Et j'ai donc moins 2x plus 9 est égal à moins z plus 11. Et puis ensuite, j'en déduis que... pourquoi moins z? C'est plus z d'ailleurs. Hop, là. Donc z plus 11. Et ensuite, je mets le 11 de l'autre côté. J'obtiens que z est égal à moins 2x plus moins 2x. Alors 11, 9 moins 11, ça fait moins 2. Ok, donc z, je peux l'écrire en fonction de x. Là, je vais le remplacer tout de suite en fonction de x. J'ai donc 5 fois moins 2x moins 2 moins 9. Donc ça fait moins 10x. Moins 10 moins 9, ça fait moins 19. Ok, donc j'obtiens ça. Et je remplace tout ça sur la première ligne. Donc ça, c'était la ligne 2. Et maintenant, je remplace tout ça sur la troisième ligne. Donc la troisième ligne, j'ai x plus 2 fois le y. Donc le y, il est là-bas. Moins 10x moins 19. Et le z, je le remplace aussi. Donc je vais avoir plus 2x plus 2. Et ça doit être égal à 1. Ok, alors rassemblons les x. Donc nous avons quoi? Nous avons 20x moins 20x plus 3x, ça fait 17x. Moins 17x. Et ça doit être égal à quoi? Je vais avoir 1 moins 2 plus 2 fois 18, ça fait 2 fois 19, pardon, ça fait 38. Donc on a quoi? On a moins 36, ça fait 37. Donc x égale moins 37 sur 17. J'ai la valeur de x, je peux en déduire les valeurs de y et de z. Donc y vaut... oh là là... 340 moins 19... 340 moins 17... 323, donc 323, donc moins 3... Alors attendez. Ça fait 370, parce qu'il y a un moins. Donc 370 moins 323 divisé par 17. Et ça nous fait... C'est normal que ça donne des choses un peu horribles, hein, c'est normal. J'ai fait un truc un peu au hasard, donc évidemment. Donc ça fait 47 sur 17. Et le dernier, là ça va encore. Donc ça fait moins, enfin plus d'ailleurs. Donc 37 fois 2, c'est dur, hein. 74 moins 2 fois 17, 34 sur 17. Et donc ça fait quoi? Ça fait 40. Ok, donc les coordonnées de h qui conviennent sont les suivantes. Donc 37, moins 37 sur 17, 47 sur 17, sauf erreur de calcul, hein, il y a des fortes chances que j'ai fait des erreurs de calcul, mais on va le vérifier très vite. Puisque comme pour les triangles, là le h, ça doit vous faire sonner dans votre tête comme orthocentre. C'est pas pour rien si ça vous fait sonner comme orthocentre, puisque quelque part c'est ce que j'ai cherché à faire. Et si tout va bien, si j'ai pas fait d'erreur de calcul, normalement je devrais pouvoir montrer que SH est orthogonal à, donc le dernier qui me manque c'est AB je crois. Donc, je dois pouvoir montrer que SH est orthogonal à AB.
Alors, il faut vérifier, mais je pense que ça doit marcher. Alors, on va vérifier que SH est orthogonal à AB. On a encore un peu de calcul à faire. Hop. Donc, c'est la question 7. Vérifier que SH est orthogonal à AB. Hop. Et si tout va bien, bah, ça va donner 0 comme produit scalaire. Si ça va mal, c'est qu'il y a eu une erreur quelque part. Donc j'espère que ça va marcher. Hein, on va prier. Donc SH. Alors moins 37, bon là ça va. Donc moins 37 sur 17. 47 sur 17. Et puis le dernier, nous avons 40 sur 17 moins 6 sur 17. 6 fois 17, 42. 42 et 6, 102. Ok. Donc ça fait 102. Donc je vais faire 40 moins 102. 40 moins 100, ça ferait 60. Moins 60, donc moins 62. Moins 62 sur 17. Donc ça c'est SH. AB. Alors AB, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, donc AB, ça nous donne 1, moins 2 et 2. Voilà, bon ça va être des calculs pas trop méchants. Je vais tout de suite mettre, donc si je fais SH scalaire AB, je vais tout de suite mettre le sur 17 en facteur. Et je vais multiplier, donc j'ai moins 37, moins 2 fois... Ah, c'est mal parti là par contre. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Qu'est-ce qui a planté? 2, 3 moins 1, 2, moins 2. Non, je vais pas avoir un produit scalaire qui vaut 0 là. Ok. Bon, bah il y a dû y avoir une erreur quelque part peut-être dans mes calculs. Ou alors peut-être que j'ai pensé à un truc qui était vrai mais qui n'est pas encore suffisant, qui n'est pas forcément vrai, qui n'est pas encore suffisant. Peut-être que il me semblait que c'était suffisant. Bon. Ouais, étrange. Ouais, bon, bah apparemment ça marche pas. D'accord, ok, j'ai peut-être été trop rapide. Bon, très bien. Donc soit ce que j'ai dit là est faux, soit j'ai fait une erreur de calcul. Bon, je vous laisserai checker, mais en tout cas je voulais vous remontrer comment on fait pour déterminer les coordonnées d'un point, sachant des choses sur les produits scalaires. Bon, très bien. Ça a un peu foiré peut-être, je sais pas. Mais bon. Là j'ai pas trop le temps de vérifier. Donc. Bon, peut-être un brin de matrice. Un petit morceau de matrice. Donc si je propose... réfléchissons. Donc si je vous propose de inverser peut-être, ou de faire un produit. Donc si je vous propose d'inverser la matrice, par exemple... Oh non, attendez, je vais proposer un peu plus rigolo, justement en lien avec le dernier cours. Oups. Voilà, considérons... Ah, c'est pas 0 que je vais mettre. 1, 1, 0. Donc considérons la matrice suivante. Ok. Je demande à calculer le carré. Donc on est à la question 8, je crois. Enfin, on va l'appeler 7, si vous permettez. Je vais faire comme si le 7 avec le H n'existait pas. Ah, reviens s'il te plaît. Reviens. Voilà. Bon, mon feutre noir commence à mourir. Je sais pas s'il y a moyen de le changer aussi vite fait ça. Hop. Bon, on va essayer avec cet autre feutre. Bon, donc question 7, je demande à calculer m carré. Bon bah c'est parti, hein. Donc 1, oh, je recommence. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0.
0, 1, 1, 1, 1, et là 0, 1, 1, 0. Voilà. Donc, si je fais le carré de cette matrice, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir donc 0 fois 0, 1 fois 1, donc 1, donc je vais obtenir 2. Ensuite, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Non, ouais, 1. 0, 1, 0, pardon. Ça fait 1. Et puis si je continue, ça va aller très vite. Donc à chaque fois, je vais avoir 1, 2, 1. Voilà, je vais à chaque fois avoir ça. Donc voilà ce que vaut m carré. Ok. Bon. Bah, du coup, j'affirme qu'on peut trouver un polynôme annulateur pas très dur. Et je propose le polynôme suivant. Donc x carré moins x moins 2. Bah oui, parce qu'on se rend compte que... Enfin, pourquoi j'ai mis l'identité? Bah oui, parce qu'on se rend compte que ça, c'est égal à quoi? Bah c'est égal à... ça, c'est égal à la matrice elle-même, plus 2 fois identité. Voilà. Voilà d'ailleurs un autre exemple, hein, parce que comme ça, au moins, ça vous met aussi en avant. Voilà un autre exemple d'un polynôme annulateur qui n'est pas de degré 3, donc c'est pas le polynôme caractéristique, hein, et qui annule la matrice que nous avons là. Hein. Bon, et l'intérêt, c'est que le polynôme caractéristique en 0 ne vaut pas 0, donc la matrice est inversible. Du coup, question suivante, donnez l'inverse. Déterminer l'inverse. Bon, bah pour déterminer l'inverse, on va refaire la même méthode que pour le cours 7, là. Donc nous avons m carré moins m moins 2 identité égale 0. Donc ça veut dire que m carré moins m égale 2 fois identité. Je mets le m en facteur, j'ai donc m moins identité. 2 identités. Et puis je divise par 2, donc m moins 1, c'est égal à... Oups. C'est égal à 1 demi de m moins 1 demi de identité 3. Donc qu'est-ce qu'on obtient alors? Ben, on obtient que m moins 1 en termes de matrice. Nous allons obtenir donc 1 demi. Donc je dois faire 1 demi de 0 moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi. Après j'ai 1 demi, 1 demi. Bon, je pense qu'on va avoir ça, quoi. Voilà. Donc voilà la matrice inverse. C'est ma matrice de départ. Pas mal, hein? Ok. Donc on a réussi à inverser une matrice. Encore une fois, ça vous montre l'efficacité aussi du polynôme caractéristique sur certains cas. Pour certains cas, quand on a des matrices assez gentilles, ça se passe plutôt de cette manière, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Ok. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus sur les révisions parce que je voulais essentiellement refaire le tour des premiers cours. Et je pense que j'ai fait le tour des premiers cours. Je voulais juste vous montrer un autre exercice pour montrer l'efficacité des polynômes annulateurs. Ok. Bon, vous trouverez un moment, donc je sais pas, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Donc c'est-à-dire qu'avant le PDF du cours 7, je devrais vous envoyer un PDF correspondant aux exercices supplémentaires pour les cours 4 à 7. Ok, où je vous demanderai quelques petites choses, quelques petits calculs à faire en exercice, que je corrigerai ensuite en vidéo, hein, comme je l'ai fait pour la correction des exercices supplémentaires 1, donc l'exercice supplémentaire 2, ce sera pareil. Ouais, est-ce que j'ai encore d'autres choses à dire? Bah, pas grand chose d'autre, donc voilà, bah, c'était le dernier cours avant l'examen 2. Donc le cours au PDF arrivera plus tard peut-être, je sais pas, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et j'avoue que j'en fatigue un peu, surtout aujourd'hui, là je me suis pas mal enregistré, donc c'est un peu fatigant et un peu le moment où on se dit c'est bon, ça y est, c'est fini. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me relancer. J'espère que cette partie de révision vous a fait un peu de bien, notamment la partie sur les vecteurs libres et tout ça, parce que ça je pense que ça a dû faire encore du bien de le refaire une nouvelle fois. Et puis bon, bah, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer ça par courriel ou à en parler à la séance de questions-réponses. Voilà.
Sur ce, je pense qu'il n'y aura pas d'autres enregistrements jusque-là, donc je vous dis à jeudi pour la séance de questions-réponses. Et puis bon courage, bonne semaine, et à très vite. Salut à tous!